Il y a un rapport qui est vraiment super. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, et que je vous invite à lire, qui est très visuel et qui vous permet de faire un état des lieux un petit peu, de l'adoption du bitcoin en 2025. D'où le titre de ce live que je fais avec vous aujourd'hui. Donc c'est, un fonds d'investissement qui s'appelle River, hein, qui fait pas mal de rapports comme ça. Il y en a sans doute d'autres que je vous présenterai sur YouTube parce que je trouve que leurs rapports sont très pertinents et ça permet vraiment de se faire une idée sur certains sujets qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc là, par exemple, le sujet, c'est qu'est-ce qui va driver en fait l'adoption du bitcoin en 2025. Donc là, ils expliquent en fait l'évolution d'un point de vue monétaire et des réserves stratégiques mondiales qu'on a eues au fur et à mesure du temps. Donc en fait, pendant un certain nombre de temps, ce qu'on avait en réserve stratégique et qu'on a toujours aujourd'hui, hein, d'accord, c'était la partie or et argent. D'ailleurs, c'est pour ça que les banques centrales ont de l'or et de l'argent. Vous connaissez après ce qui s'est passé quand on a eu l'arrêt du convertibilité du dollar en or par Richard Nixon en 71. Mais avant, avec les accords de Bretton Woods, enfin, il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées d'un point de vue monétaire et financier. Donc, on était vraiment sur le système adossé à l'or. Et puis après, en 71, parce que ils ont fait un peu n'importe quoi avec l'argent. Ils ont arrêté de faire la convertibilité de dollar en or parce qu'ils avaient imprimé tellement d'argent que Richard Nixon a dit putain ils vont nous voler tout notre or. On n'a plus suffisamment d'or pour maintenir cette convertibilité, donc on arrête tout ça. Donc en fait, on est passé sur un modèle où pendant très longtemps on avait en réserve stratégique de l'or et de l'argent. Ensuite, on est passé avec un mix des deux entre les bonds du trésor, donc les obligations, hein, ce qui est aussi forte une sorte d'impression monétaire déguisée. On pourra aussi en reparler avec Théo si ça vous intéresse. Mais on est passé un petit peu de ces modèles-là à un autre type de modèle qu'on commence à voir aujourd'hui avec le passage de l'adoption du Bitcoin en tant que réserve stratégique mondiale. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas continuer d'avoir les trois. Pour moi, les trois vont coexister. Mais vous voyez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, on est en train de vivre en fait une nouvelle évolution et un shift où on se dit tiens, un actif qui est une réserve stratégique et un actif stratégique qui est reconnu dans le monde entier par peu importe les cultures, peu importe les devises, peu importe ce qui se passe. Bah, aujourd'hui, il n'y en a pas 50. Tu as les actions, enfin, tu as certaines actions, tu as surtout les grosses obligations, les obligations d'État, et les obligations d'État américaines. Tu as l'or, tu as l'argent et sans doute le Bitcoin. Donc là, il y a un vrai shift qui est en train de se passer là-dessus. Ensuite, si on fait un état des lieux de la partie Bitcoin, parce que là, au début, il commence dans le rapport en faisant un état des lieux sur l'état du Bitcoin aujourd'hui, on voit que à l'heure actuelle, il y a à peu près 115 contributeurs sur Bitcoin Core, donc sur la partie développement sur Bitcoin. Il y a une augmentation assez faible quand même depuis 2023, mais il y a quand même des gens qui sont actifs dessus. Il y a eu des commits, donc ça c'est, on a aussi beaucoup parlé pour ceux qui savent un petit peu comment fonctionne GitHub, les propositions de mise à jour et tout, ce qu'on appelle aussi des commits. C'est pas forcément dire que ce sera implémenté, mais c'est montré qu'il y a une certaine activité aussi sur le protocole. Donc depuis 2024, il y en a eu 2500 qui ont été présentés, donc une augmentation de plus de 8,5% d'année en année. Donc ça aussi c'est très positif. 276 000 lignes de code et 13 organisations différentes qui maintenant donnent de l'argent pour financer le développement du Bitcoin, du Lightning Network, etc., etc. Et on voit que depuis 2010, bah, ça s'accélère en fait avec le temps. Donc ça aussi, pour moi, c'est très positif. Parmi les mises à jour et les potentielles augmentations upgrades qu'on pourrait avoir sur Bitcoin, il y en a certaines qui sont disponibles, qui ne vont pas répondre aux mêmes exigences. On peut avoir tout ce qui va être lié à la programmabilité de la blockchain, tout ce qui va être lié au scaling ou à la sécurité. Et là, ils vous les ont classés par catégorie en fonction de ce que vous pourrez retrouver et sur les différentes euh, ouais, les différents projets ou les différents bouts de protocole qui sont en travaux en ce moment même. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se développer. Donc ceux qui disent en fait que le Bitcoin n'évolue pas, il n'évolue pas du tout de la même manière que ce qu'on peut retrouver sur Ether ou sur Solana ou sur plein de blockchains qui sont beaucoup plus actives. Mais il y a quand même des évolutions. De dire qu'il n'y a pas d'évolution sur Bitcoin, c'est faux. Mais il y a aussi un intérêt à ce qu'il n'y ait pas non plus trop d'évolution sur Bitcoin. Parce que plus tu fais des évolutions, plus il y a aussi des risques d'implémenter des bugs aujourd'hui. L'avantage de Bitcoin, c'est que pour l'instant, des bugs, il y en a eu par le passé, mais on est quand même sur quelque chose de très résilient. Après, donc, il donne quelques infos sur le nombre de nœuds et puis le hash rate, hein, qui a fait qu'augmenter, mais on est clairement sur une tendance très largement haussière depuis le début. Et là, après, il donne des infographies sur la répartition géographique du hash rate, la distribution du hash rate. Et on voit qu'on est quand même sur une distribution
assez diversifiée quand même. On en a une partie au Canada, aux US, au Paraguay, en Chine, etc., avec quand même une grosse majorité quand on prend la Chine, la Russie et les États-Unis. Bon, bah voilà, hein, c'est à eux trois, ils ont quand même une grosse partie du hash rate. Mais surtout là où pour moi la vraie question elle se pose, c'est pas forcément d'un point de vue géographique, même si pour moi c'est important, c'est surtout sur la distribution des pools de minage. Ça aussi on en a beaucoup parlé et on voit que là par exemple, on peut se poser des questions, hein, décentralisation ou pas trop décentralisation. C'est un vaste sujet que je n'aurai pas le temps d'évoquer dans cette vidéo, mais là par exemple, vous avez trois gros pools de minage qui détiennent plus de 60, ouais, presque 70% du total du hash rate. Donc là, du coup, est-ce qu'on est décentralisé ou pas? Ça, c'est en décembre 2023. En décembre 2024, ça a un petit peu baissé, mais globalement, le top 3 des poules a eu en décembre 2023, ouais, je sais pas si, oui, si, décembre 2023. Ouais, c'est pas le jour, en fait, c'est l'année. Décembre 2023, ils avaient presque 70% du hash rate. En décembre 2024, ça a été un petit peu moins. Mais le top 5 des poules, c'est plus de 80% du hash rate. Donc voilà, on peut se poser des questions quand on dit Bitcoin est décentralisé. Oui, c'est plus décentralisé que toutes les alternatives qu'on a aujourd'hui. Mais le fonctionnement et le développement des poules de minage, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Je pourrais pas le résumer juste sur ça, mais je pense que ça donne une vraie perspective aussi sur ce qu'on met dans les différents degrés de décentralisation. Et après, ce qu'ils expliquent aussi, c'est l'émission du Bitcoin. Et là, depuis un certain temps, depuis 2023, avec 2023-2024 et avec l'arrivée du halving, en dessous de l'émission du dollar, évidemment, et de l'émission de l'or. C'est-à-dire que pour la première fois, là, le Bitcoin est en dessous, en termes d'inflation, en dessous de ces deux actifs, hein, donc le dollar et l'or. Et vous voyez l'évolution de la supply depuis 2020 de ces deux actifs. On voit l'évolution du dollar depuis le début, donc évidemment, ils en impriment, enfin, il y a quand même une inflation importante. Et puis de l'autre côté, vous avez l'or qui continuellement, on en retrouve quand même sur le marché, hein. En général, on estime qu'on est entre 2 et 3% annualisé d'inflation sur l'or, qui est censé suivre en fait globalement l'inflation, hein. En fait, c'est un peu pour ça qu'on dit que une once d'or, par le passé, a à peu près le même niveau de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui, parce qu'on estime que ça suit globalement à peu près l'inflation. Voilà. L'or, c'est ce que j'explique aussi sur Éternel Étudiant, sur mon autre chaîne YouTube. Pour ceux qui s'intéressent, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Mais pourquoi euh, l'or, quand vous le regardez sur le très long terme, c'est pas un actif qui, quand on l'exprime en dollars net d'inflation, c'est pas un actif qui a extrêmement bien performé par rapport aux actions, par exemple, tout simplement parce que on peut toujours aussi en émettre. Et que globalement, l'objectif de l'or, ça ne doit pas être vu comme un investissement pour démultiplier son capital, même si sur le court terme ou sur certains cycles, on peut gagner de l'argent. Par exemple, l'or a fait des belles perfs en ce moment et tu peux faire de l'argent là-dessus en numéraire, mais quand tu regardes sur le très long terme, d'accord, sur plus de 50 ans, 60 ans, voire même sur plus de 100 ans, je ne sais plus les chiffres que j'avais regardés la dernière fois, Jeremy Siegel, par exemple, qui est un professeur à Wharton, qui a écrit le livre Stocks for the Long Run, il a analysé les différents actifs sur plus de 100 ans, et il a très bien montré que quand on prend net d'inflation, l'or net d'inflation sur plus de 100 ans, 120 ans, 130 ans, physiquement, tu gagnes pas de l'argent. En fait, tu conserves globalement ton pouvoir d'achat net d'inflation. Par contre, là où tu gagnes du pouvoir d'achat, principalement à l'époque, c'était sur les actions. Et là, en ce moment, on peut se poser la question du coup sur la partie crypto, private equity et toutes ces choses-là. Mais voilà, c'était un petit rappel aussi que je voulais dire sur la partie or. Vous trompez pas non plus, surtout en avoir en portefeuille, je pense que c'est important. Je crois que c'était Ray Dalio qui disait que ceux qui ont pas d'or en portefeuille dans leur gestion vraiment patrimoniale et tout sont soit des ignorants, soit des personnes en fait qui aiment bien le risque, la volatilité et tout. Parce que globalement, en fait, il y a une vraie place de l'or dans le portefeuille. Et pour moi, ça doit pas être vu comme un actif productif pour développer son capital. Ce n'est pas un objectif de capitalisation, c'est un objectif plutôt de sécurisation de son patrimoine et de diminution de la volatilité et pourquoi pas une augmentation de son ratio de Sharpe. Ça pareil, j'en parle beaucoup sur Éternel Étudiant. Si on continue un petit peu, on se rend compte que le nombre les valeurs qui sont transférées sur le Bitcoin depuis le départ, regardez, depuis 2015, ça fait qu'augmenter. Alors évidemment, il y a des cycles, hein, il y a des hauts, il y a des bas. 2023, bear market, évidemment, ça fait pas plaisir. Mais globalement, on commence à avoir des vrais
des vrais changements structuraux sur la partie Bitcoin qui permet vraiment de transférer de plus en plus de valeur. Et on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus industrialisé maintenant. Il y a des institutionnels, on a même des États, des pays qui commencent à arriver. Donc ça, c'est très positif. Et on se rend compte aussi que le Bitcoin, bah, ça fait partie aujourd'hui des, si on compare par rapport à toutes les autres devises, c'est la 11e plus grosse devise du monde, d'accord, en dessous du réal brésilien. Et les premiers, donc ça va être le yuan, on a le dollar, l'euro, etc., etc. Je pense que c'est pas basé par rapport à la puissance de la monnaie, parce que sinon on aurait le dollar au-dessus, mais plutôt par rapport à la quantité de supply en fait qu'on a. Voilà. Au nombre et aux quantités d'argent qu'on a dessus, et en prenant aussi, là, je pense, la puissance de certaines de certaines devises, parce que derrière, si tu prends le dollar zimbabwéen, si tu prends juste la supply, ils en ont bien plus, donc ils seraient complètement au-dessus. Donc je pense que c'est aussi, d'un point de vue structurel, il faut que ce soit des devises qui soient fortes, mais également aussi la quantité qu'on retrouve aujourd'hui globalement en circulation, hein, d'accord, la supply qu'on retrouve en dollars en circulation. Et donc on voit quand même que le Bitcoin, pour se dire que c'est un actif qui n'est parti vraiment de rien avec zéro budget marketing, on est là aujourd'hui, c'est quand même complètement fou. Et ce qui est super intéressant sur la partie Bitcoin, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, la grosse majorité, presque 70% de la supply, c'est détenu par des individus. D'accord. Il y en a une partie qui est perdue. Donc, il y a 7,5% de la supply aujourd'hui qu'on estime avoir perdu. Il y en a 1,4% qui sont détenus par des gouvernements. Il y en a 6,1% qui sont détenus par des fonds et des ETF. Après, il y a les fonds détenus par Satoshi, c'est à peu près 5%. Et puis après, on peut retrouver d'autres business, par exemple, comme MicroStrategy et tout, qui détiennent des bitcoins. Mais voilà, c'est pas. En fait, globalement, on se rend compte que le bitcoin, c'est la seule crypto qui détient aujourd'hui, après autant d'historique, autant de coins détenus par des particuliers et par des individus. Voilà. Et ça, c'est quand même important de noter. Et là, pour le coup, on a vraiment des vrais chiffres. Ensuite, il y a plusieurs explications pourquoi ce bull market, on le ressent comme quelque chose de différent. Donc, je vous ai donné pas mal d'idées là-dessus sur les lives précédents et même y compris aussi sur ce live. Là, il compare le bull market qu'on a aujourd'hui en noir par rapport à ceux qu'on a connus précédemment. Et là, vous voyez, si vous remarquez bien, par rapport au plus bas, donc là, c'est des jours par rapport au plus bas du cycle, on se rend compte que globalement, on suit quand même ce qu'on a connu par le passé, mais qu'on est quand même un peu en retard, ou on est sur un point d'inflexion où s'il y a quelque chose qui devrait changer, ça ne devrait pas tarder. Parce que, bon, si on doit avoir une augmentation, ça devrait être dans les jours qui suivent, si on suit les événements passés. Pourquoi on ressent quelque chose de différent? euh, L'une des raisons, c'est l'impression monétaire et les liquidités. Je ne reviens pas forcément dessus, mais on le voit. À chaque fois qu'on a eu des très belles augmentations en fait sur le Bitcoin, il y a eu le halving, il y a eu toutes ces choses-là, mais il y a surtout eu des très fortes injections de liquidités, une augmentation de la M2. On le voit. D'accord. Des belles augmentations de M2 avec à chaque fois après des contractions de liquidité en bear market, augmentation de M2, contraction de liquidité, etc., etc. Et là, 2024, on a eu des augmentations du Bitcoin, mais l'augmentation de la M2, elle a augmenté. De dire qu'elle n'a pas augmenté, ça serait faux, mais elle a augmenté que de 6,8% globalement, alors que sur les cycles précédents, elle était quand même beaucoup plus importante. Malgré ça, on a quand même eu une augmentation. Donc finalement, le peu de liquidités qu'il y a eu sont venus se parquer sur Bitcoin. Mais d'où viennent ces nouvelles liquidités aussi? C'est surtout par les changements structuraux et l'arrivée aussi des ETF. Tu vois, c'est ce qui présente ici que, en fait, la grosse majorité des accumulations qu'on a eues ces derniers temps, ça a été fait par les fonds et les ETF, les business, et très peu par les individus. C'est-à-dire qu'au début, on était quand même sur des bitcoins qui étaient très largement accumulés par les individus depuis des années. C'est pour ça qu'ils détiennent 70% de la supply. Mais là, en ce moment, non seulement, bon, ça change d'un point de vue structurel au niveau de la M2, ajout de liquidité, etc., mais surtout parce que le peu de liquidité qu'on a, en fait, ça va sur les actifs, comme principalement le Bitcoin. Et aujourd'hui, là où on a eu le plus d'accumulation, ça n'a pas été par les retails, ça n'a pas été par les individus, ni par les gouvernements. Hein. On peut prendre par exemple le gouvernement allemand qui a plutôt vendu qu'acheté, et même le gouvernement américain qui décide de ne pas vendre, mais qui n'a pas encore décidé d'acheter. Hein. D'accord. Et on se rend compte que là, ce qui a été plutôt utilisé et ce qui a été mis en avant, c'est la partie fonds, ETF et business. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles, pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que ce cycle est différent et pourquoi on se dit, tiens, ça fait bizarre par rapport à ce qu'on avait connu par le passé. Là aussi, il y a une partie sur la partie institutionnelle et ce qui drive en fait le prix du Bitcoin.
Donc là, ils expliquent que globalement, la partie institutionnelle, c'est ce qui a permis d'avoir une très belle augmentation sur la partie, purement Bitcoin et que les ETF Bitcoin, c'est l'un des ETF, si ce n'est le meilleur ETF de tous les temps, tout confondu. C'est une super réussite. En fait, pour tous ceux qui ont lancé les ETF Bitcoin, là, sur l'année dernière, ça a été une réussite monumentale et c'est très, très rare d'avoir autant de développement et une croissance aussi importante sur les ETF lorsque c'est sorti, voilà, sur un nouvel actif ou sur un nouveau produit, etc. Le Bitcoin, ça a été quand même une certaine révélation là-dessus et donc ça a permis d'accumuler énormément d'actifs. Et on voit que les plus gros en fait investisseurs institutionnels, c'est les hedge funds. D'accord, les hedge funds via les ETF. Après derrière, il y a quand même des advisors, donc des conseillers financiers ou des asset managers qui ont décidé de s'exposer en partie pour leurs clients sur du Bitcoin. Il y a un peu les gouvernements, les banques et tout, mais ça représente pas grand-chose. Le plus gros, c'est les advisors avec les fonds d'investissement et les hedge funds en fait. Hein, voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est principalement lié et drivé par la partie ETF. Et là, on voit qu'il y a 52% du top 25 des hedge funds qui détiennent aujourd'hui des ETF Bitcoin ou qui proposent des ETF Bitcoin spot à leurs clients. Donc ça, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai shift par rapport au cycle précédent aussi. Hein. Et on voit que, par exemple, là, sur 2024, l'évolution, c'est-à-dire là, les hedge funds, on voit que de trimestre en trimestre, on verra s'ils remettent à jour un peu leur, leurs chiffres par la suite, et j'espère qu'ils le feront, mais on voit vraiment que là, de trimestre en trimestre, il y a des augmentations qui sont presque exponentielles. Et quand vous voyez là ici les RIAs, en fait, c'est juste les advisors, d'accord, hein, c'est les conseillers financiers voilà, qui vont décider de proposer à leurs clients d'investir en crypto ou non. Et on voit que globalement, bah, on est quand même dans une démarche ultra positive. Donc il y a une vraie euh, industrialisation et institutionnalisation, je ne sais pas si ça se dit, de la partie purement crypto. Et là, il redonne le détail voilà, sur ce qui est détenu aux US, ce qui fait partie des investisseurs non institutionnels, etc. Voilà. Bon, vous pourrez jeter un coup d'œil, je vais passer assez vite dessus, mais il y a une vraie adoption d'un point de vue instit en ce moment. Au niveau des business sur l'adoption du Bitcoin, on voit que c'est en train de s'accélérer. Par exemple, les business aujourd'hui, donc là on a vu la partie institutionnelle, mais la partie business, c'est par exemple ce que fait MicroStrategy avec Michael Saylor, d'accord. On voit que ça aussi, ça s'accélère. Parmi les plus grosses, bon, on a les mineurs, évidemment, hein, qui accumulent de plus en plus de Bitcoin. On a certaines entreprises publiques, des entreprises privées également aussi, et MicroStrategy qui fait péter tous les scores là-dessus. Mais on voit qu'il y a un vrai driving, il y a un vrai drive aussi sur la partie accumulation de la part des business. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 1000 Bitcoins par jour depuis janvier 2024. C'est monstrueux. Hein, et que sur la partie business. On ne parle même pas de la partie institutionnelle, on ne parle même pas de la partie retail, on ne parle pas de toutes ces choses-là. Hein. C'est quand même énorme, sachant qu'aujourd'hui, la partie business, le nombre de boîtes qui investissent en crypto en mettant des réserves stratégiques, il y en a de plus en plus. Mais par rapport aux centaines de milliers ou millions d'entreprises qui existent de partout dans le monde, ça représente que dalle. Hein. Aujourd'hui, vraiment, ça représente rien. Et donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée que quand ça augmente très très vite, très fort, très rapidement. Et ça, c'est quand même très positif pour la suite. C'est pour ça que je fais aussi tous ces rapports et que je vous montre ça pour vous permettre de prendre du recul par rapport à des périodes un petit peu comme ça compliquées, parce qu'il y a vraiment des choses super pertinentes qui sont en train de se passer aujourd'hui. Je pense que il faut pas que vous perdiez de vue tout ça. Au niveau, donc ça, c'était plutôt pour les business privés. Après, il y a les entreprises publiques où là, c'est pareil. Les entreprises publiques qui détiennent des bitcoins, bah, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Là, on en est presque à 80, mais 80 dans le monde, en fait, ça représente que dalle. Mais on voit que ça s'accélère de plus en plus, avec des boîtes aussi, dont certaines qui sont cotées au Nasdaq, au S&P 500, comme Tesla, comme SpaceX. Enfin, voilà, vous voyez que ça aussi, c'est des points super importants. Il y a également aussi la vraie mentalité d'adopter le standard Bitcoin. D'accord. C'est pas une idée. Il y a quelques années en arrière, quand Saif Dinamous avait écrit son bouquin l'étalon Bitcoin, tout le monde lui crachait à la figure en disant c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Aujourd'hui, je pense que les gens commencent à rigoler un peu moins sur cette idée-là. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises. Alors là, ils ont mis MicroStrategy, Tether, hein, qui a un achat net de Bitcoin qui est monstrueux, Binance, Marathon, etc., qui sont des boîtes qui ont vraiment adopté comme stratégie d'avoir du Bitcoin comme réserve stratégique et vraiment d'adopter l'approche du standard Bitcoin. Voilà. C'est
assez rare aujourd'hui de le voir, mais il y a plein de boîtes qui commencent à le voir et peut-être que par la suite, si ça se développe bien, ça donnera peut-être l'idée à d'autres boîtes, d'autres structures, peut-être même d'autres gouvernements d'adopter cette stratégie si ça permet aussi de les sortir de la partie dette, d'accord? De plus avoir un ratio dette sur PIB est supérieur à 100%. Aux États-Unis, je ne sais plus combien c'est, mais en France, on est à 112, 113, 115%. Enfin bref, peut-être que par la suite, on se rendra compte que d'adopter la partie Bitcoin standard, ça pourra être un moyen de lutter justement contre l'inflation monumentale des dettes et pourquoi pas nous permettre par la suite, en tant qu'État, en tant qu'entreprise, en tant qu'individu, de diminuer le poids de la dette parce que quand on compare le Bitcoin à d'autres types d'actifs, on sait que c'est normalement capé à 21 millions et que normalement, d'un point de vue structurel, le Bitcoin est censé continuellement prendre de la valeur quand on l'exprime pas forcément que en dollars, mais quand on l'exprime en maison, quand on l'exprime en actions, quand on l'exprime en once d'or, quand on l'exprime en ce que vous voulez, le Bitcoin a constamment dépassé son précédent plus haut, peu importe tous les actifs. C'est-à-dire que le Bitcoin surperforme tous les actifs. Et a priori, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça dans les prochaines années, surtout si on commence à adopter le côté Bitcoin standard et qu'on commence à arriver sur des niveaux un peu de non-retour. C'est-à-dire que là où monsieur ben tout le monde aurait plus la possibilité d'accumuler finalement un Bitcoin, et même aujourd'hui, je pense que c'est difficile, mais je pense qu'on arrive et on est en train de vraiment voir l'émergence d'une classe d'actifs qui serait peut-être adoptée d'un point de vue mondial, et ça, c'est complètement fou. Et de se dire que si demain, on a un Bitcoin ou on a cet actif-là qui dépend d'aucun contrepartie, qui a aucun risque de contrepartie, parce qu'on le détient en nom propre et parce que on le gère, nous, de notre côté, un actif comme ça a une valeur évidemment qui est phénoménale et qui est monumentale. Et surtout, de se dire que si il a continué de faire des plus hauts par rapport aux autres classes d'actifs, les actions, les obligations, et cetera, et que a priori, on est sur une tendance comme ça, pour moi, il n'y a pas de raison que ça change. Et que si on a un actif qui continuellement prend de la valeur par rapport aux autres actifs, bah, quand est-ce que les autres vont commencer à se dire: «Bon, je vais mettre peut-être pas 100 de mon patrimoine dessus, mais une partie quand même». Et vous allez voir que les chiffres qu'ils donnent après sur le niveau d'adoption et sur le marché auquel s'adresse le Bitcoin, c'est monumental et on en est encore très, très loin. Je continue sur le rapport. Sur la partie Lightning Network, je vais passer assez vite dessus. Il y a eu pas mal d'innovations avec beaucoup d'entreprises qui développent aujourd'hui la partie Lightning Network sur Bitcoin parce que d'un point de vue scalabilité aujourd'hui, bah, scalabilité on-chain, c'est quand même assez compliqué. On l'a vu avec les ordinals, les BRC20 et tout, les SRC20 un peu plus tôt dans le cycle, ça a été quand même assez compliqué. Et on voit que aujourd'hui, ça se développe sur la partie Lightning Network. Alors, on est encore très, très loin de l'adoption de masse et des volumes même qu'on peut avoir on-chain ou juste sur la partie crypto, mais en tout cas, ça reste quand même assez positif sur le long terme. Et il y a plein de boîtes qui travaillent sur ça et qui financent aussi les innovations sur la partie Lightning et qui ont intégré aussi la partie Lightning sur leur portefeuille. D'accord. Là, il y a Bitfinex, Strike, OKEx, Binance, etc., etc. Et on voit que le nombre de boîtes qui intègrent la partie Lightning arrête pas d'augmenter. La capacité aussi du nombre de bitcoins qu'on retrouve sur le Lightning Network depuis le lancement en fait de cette innovation-là qui date de 2018-2019 quand même d'avant. C'est-à-dire que le pourparler de la partie de Lightning Network, ça datait déjà de 2014. D'accord, 2014, 2015, on en entendait déjà parler, mais c'était juste d'un point de vue théorique. Là où on a commencé à avoir les premières itérations, c'est sur 2018-2019. On en avait parlé même au moment où ça venait juste de sortir sur la chaîne YouTube. Et là, depuis, il y a quand même eu un beau changement. Mais voilà, la capacité en dollars par rapport à ce qui est transféré d'un point de vue journalier, même en crypto, vous voyez, là, c'est 600 millions de dollars. Bon, oui, ça a évolué, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire aujourd'hui en termes de capacité. On en est qu'au tout début. Et on voit que le nombre de marchands aussi qui acceptent les bitcoins, ça augmente. 2023, 2024, ça augmente. Il n'y a pas énormément de gens aujourd'hui qui acceptent du bitcoin. Si vous voulez payer en bitcoin, il n'y a pas énormément de boîtes qui le font. Mais on voit que ça augmente. On est quand même dans une tendance haussière. Et très souvent aussi, pourquoi on a développé le Lightning Network, c'est justement parce que quand on est dans des périodes de bull run et tout, en fait, ça devient inutilisable pour beaucoup de gens. On l'a vu en 2017, on l'a vu en 2021 quand on était en bull run, et là, on a eu des petits pics aussi sur la partie ordinals, SRC20, BRC20, etc., etc. Et là aussi, on se rend compte, c'est que sur la partie frais, on est clairement sur une tendance baissière. Hein. C'est-à-dire que
il y a quand même eu des évolutions aussi avec Segwit, Lightning Network et tout, qui permettent d'avoir des frais de transaction qui sont plus faibles on-chain pour les utilisateurs. Donc on verra, peut-être que dans les prochaines années, on continuera d'avoir des frais plus faibles, même en bull run et tout, et ce qui est aussi, je pense, l'objectif, et qui était un peu la vision qui était présentée par Roger Ver avec Bitcoin Cash. D'accord. Quand on regarde aussi, c'est pour ça que je vous disais de remettre aussi on se dit, ouais, le Lightning Network, c'est bien, mais regardez les mouvements et les transactions en volume estimés sur une année. Alors, sur Bitcoin, c'est presque 3 trillions. Lightning Network sur 2024, c'est même pas 4 milliards. C'est vraiment, c'est rien du tout. Les stablecoins, c'est beaucoup plus élevé. D'accord. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être amené à se développer. Mais pour l'instant, c'est vraiment, ça reste du pourparler, c'est des tests. Voilà, on n'est pas du tout sur de l'adoption de masse. Ensuite, sur la partie custody de Bitcoin. Alors là, il donne des informations sur comment sont détenus les Bitcoins par des entreprises centralisées ou par des tiers de confiance, d'accord, des third party en anglais. Donc, tout ce qui est lié, par exemple, sur DeFi, smart contract, fonds et ETF, aujourd'hui, évidemment, ça joue beaucoup. Stratégie, donc micro-stratégie, et puis les exchanges. Regardez ce que ça représente quand même. Les exchanges, ça représente quand même beaucoup. 2022, c'était 71,6% des fonds qui étaient détenus par des fonds tiers. Alors attention, je me suis posé la question aussi quand j'ai lu ce rapport pour la première fois. Pour moi, ils ne mettent pas dedans le self-custody parce qu'ils prennent dans ces données-là uniquement ceux qui ne détiennent pas leur crypto en nom propre. Donc évidemment, ils ont sorti tout ce qui est self-custody. Moi, j'aurais bien aimé savoir, dans cette proportion-là, combien laissent leur argent à des tiers de confiance et combien gardent leur argent en self-custody. Je ne pense pas qu'on ait cette info-là. Mais en tout cas, on se rend compte quand même que malgré ça, aujourd'hui, les tiers de confiance, c'est encore très largement utilisé. Ça représente quand même pas mal de BTC, hein, on voit. Et que la grosse partie aujourd'hui, c'était surtout sur la partie échange centralisé, Binance, Kraken, etc., etc. Mais que sur 2024, 2025 et surtout sur 2025, on a quand même eu une année de retour. Par rapport à ça, les fonds, ils ont gagné énormément de parts de marché par rapport aux plateformes d'échange centralisées. On est passé de 18,5 en 2024 à 29,8 en 2025, contre 73,2% pour les exchanges à 56,6 en 2025. Donc, on voit que les fonds et les ETF ont gagné énormément de parts de marché par rapport aux plateformes d'échange centralisées. Et quand on regarde le nombre de BTC qui sont perdus sur les exchanges, pareil, ça diminue avec le temps. Alors, ça diminue avec le temps, non pas parce qu'il y a moins de hacks, il y en a des hacks, d'accord, il y en a tout le temps, des hacks. Et simplement parce que le nombre de bitcoins qui est à l'intérieur et les sommes d'argent qui sont, entre guillemets, perdues sont quand même assez différentes. C'est-à-dire que sur MTGOX, ça s'est fait, alors là, ils mettent en 2 fois, mais pour moi, c'était 800 000 bitcoins qui avaient été perdus. 800 000 bitcoins aujourd'hui, même sur FTX, c'était pas ça. Sur FTX, c'était 150 000 bitcoins qui avaient été perdus. Donc en fait, quand on prend les hacks de Binance, Quadriga CX, NiceHash, Crypti, KuCoin, etc., ça représente de l'argent. Mais en fait, ça n'a rien à voir par rapport aux quantités de bitcoins qui avaient été perdues par le passé. Parce qu'en fait, au départ, le bitcoin ne valait pas grand-chose. C'est ça aussi qui est important. Mais mine de rien, ça montre aussi que des plateformes qui se font hacker chaque année, il y en a tout le temps, d'accord. Il y en a eu tout le temps, il continuera d'en avoir. Des surprises comme FTX, Celsius, Luna, machin, BlockFi, ça ne sera pas une surprise parce que vous le savez maintenant. Et donc, il y a un intérêt de les garder en self-custody. Mais également, il y a des pertes qui sont estimées en self-custody. Et avant, évidemment, il y en avait beaucoup plus qui étaient perdus en self-custody parce que les gens ne savaient pas trop comment garder leur Bitcoin. Et même aujourd'hui, il y en a. Chaque année, il y a des personnes qui perdent l'accès à leur Bitcoin. Mais il y a quand même moins de pertes en self-custody que ce que tu peux avoir sur des plateformes d'échange centralisées. C'est pour ça qu'il faut se former, c'est pour ça qu'il faut faire les choses correctement. Et c'est pour ça qu'on vous invite, pour ceux qui sont un petit peu perdus et qui veulent vraiment faire les choses correctement, y avoir une approche professionnalisante et structurée pour investir en crypto, vraiment, jetez un coup d'œil sur la partie crypto-investisseur. Je pense que ça vous aidera beaucoup. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et j'en profite aussi pour dire, pour tous ceux qui veulent échanger avec nous, vous avez la possibilité de réserver un appel téléphonique avec nous. Si vous préférez échanger directement, soit avec moi, soit avec Mickaël, pour voir où est-ce que vous vous situez aujourd'hui et finalement ce qui vous bloque, etc. et voir comment on peut faire pour vous aider à aller plus loin, n'hésitez pas. Là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez un lien pour réserver un appel avec nous dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas.
Je continue. Il y a également aussi sur la partie Proof of Reserve. D'accord, la Proof of Reserve, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne YouTube, qui est censée présenter les actifs qui sont en sous-jacent, par exemple sur Binance, Kraken, etc., pour montrer une certaine fiabilité de ces plateformes et une certaine transparence de ces plateformes par rapport aux conditions de marché et de dire, regardez, oui, on a par exemple décidé de se faire, enfin, on s'est fait hacker un certain nombre de nos projets ou on a décidé d'investir sur telle ou telle chose, mais regardez, on a quand même des actifs, on est une boîte solide, on a de l'argent. Le problème de ces proof of reserve, pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est du gros bullshit, tout simplement parce que la plupart des actifs qui sont représentés en proof of reserve, c'est des actifs qui sont volatiles et c'est des actifs très souvent qui sont représentés dans le token de gouvernance de la plateforme. Typiquement, FTX, à eux aussi, ils avaient une proof of reserve nickel. Sauf que la grosse majorité de ce qu'ils avaient en réserve, c'était leur FTT, c'était le token de leur plateforme. Donc au moment où le FTT s'est pété la gueule, leur réserve, elle valait plus rien. Et en plus, ça nous renseigne sur ce qu'ils ont on-chain. Mais si derrière la boîte, elle a par exemple, moi imagine, j'ai une boîte qui a 100 millions de crypto, d'accord, 100 millions de dollars en crypto. Et je te dis, donne-moi de l'argent, regarde, j'ai quand même 100 millions de dollars et tout. Mais que derrière, j'ai 500 millions de mauvaises dettes off-chain, donc sur des banques et tout. T'as pas l'info. Tu vas dire, oui, elle a 100 millions de trucs, mais en fait, le ratio collatéral par rapport à la dette, il est éclaté au sol, il est pourri. Et donc, forcément, ce côté proof of reserve, pour moi, il est hyper limité. Alors, ça offre une certaine transparence, mais ils avaient essayé d'apporter un peu de transparence aussi avec Celsius. Là, je sais plus, c'est le proof of community, là, si je me trompe pas. Pareil, c'était du gros bullshit. Et au final, ça a été un gros scam. Donc, moi, je reste sur ma conviction là-dessus. Oui, ils peuvent s'amuser de dire proof of reserve et tout, mais ça donne pas d'infos, globalement. Tu peux avoir autant de réserves que tu veux d'un point de vue on-chain. Si demain, ta boîte, elle a des dettes à l'extérieur, ou elle fait faillite, ou elle part avec la caisse, en fait, ça te renseignera sur rien du tout. Et c'est pas synonyme de solvabilité ou de quoi que ce soit. Pour moi, c'est essayer d'apporter de la transparence, oui, pourquoi pas. Mais il y a tellement eu de gros foutage de gueule là-dedans que, franchement, moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Et après, donc là, il donne des informations si sur le self-custody. Alors, j'ai parlé trop tôt tout à l'heure. Donc, on voit quand même que il y a une grosse partie, il y a 38,9% de la supply qui est custodée, donc qui est déposée dans des tiers de confiance, d'accord, dans des tiers parties. Le self-custody, ça représente 55,4% de la supply. Donc là, pareil, je cherchais cette info, mais franchement, c'est positif, même si je trouve quand même que cette partie-là, elle est encore trop importante aujourd'hui, surtout pour ceux qui sont débutants et qui laissent leur crypto sur les plateformes d'échange centralisées. Et puis après, le restant qui devrait être miné. Mais on a quand même une grosse partie, plus de la moitié qui est en self-custody, donc ça, vraiment, vraiment pas mal. Donc ça représente entre 10 et 30 millions d'individus qui self-custodient leur Bitcoin. Donc ça, pour moi, très positif et je suis content. Ensuite, le shift des nations sur l'adoption du Bitcoin. Alors là, il y a une carte qui est intéressante, qui montre en fait l'adoption du Bitcoin en fonction des différents pays et en fonction de si on va donner plus d'accès ou moins d'accès. On voit que globalement, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Bolivie, en Argentine ou ce que vous voulez, on est quand même dans plus l'ouverture des vannes que l'inverse. Il y a quand même certains pays qui ont essayé de donner un peu moins d'accès, comme au Venezuela ou en Chine, où ils ont essayé de faire des trucs, mais globalement, voilà, la Chine, ils ont banni, je sais pas combien de fois le Bitcoin, pour autant, ça a toujours été très, très utilisé chez eux. Et on voit que ça évolue quand même de plus en plus dans le bon sens du terme. Il y a des pays qui avaient banni carrément l'utilisation du Bitcoin dans 16 pays et qui ont décidé de changer. Il y en a toujours aujourd'hui 9 qui sont toujours ban dans ces pays, qui sont présentés là. Mais même ceux qui avaient banni à l'époque, on voit qu'ils commencent à baisser leur barrière parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le ban et que surtout qu'il y a d'autres pays qui commencent à l'adopter. Donc c'est de l'argent qui part, c'est de l'emploi qu'on n'a pas chez nous, c'est des capitaux qu'on ne rapatrie pas. Donc ça, évidemment, ça pose un problème. C'était un peu ce que disait Max Kaiser. Max Kaiser, il disait on peut pas bannir Bitcoin, on peut se bannir nous-mêmes de Bitcoin en fait. Voilà. Et c'est clairement ce qu'on est en train d'observer là-dessus. Et il y a plusieurs estimations des pays qui pourraient détenir du Bitcoin. Alors soit par des actions directes comme le El Salvador, soit parce que c'est backé directement par des industries de minage, soit parce qu'il y a eu des saisies, comme par exemple aux États-Unis qu'on a mis en réserve stratégique, d'accord, ou au Royaume-Uni, ou en Chine, ou au Venezuela, etc., ou des expositions indirectes par des investissements liés au gouvernement ou non. Et donc là, il y a eu quelques parties de BTC là-dessus, ou qui peut être lié à des hacks, par exemple en Corée du Nord. Ils auraient pu mettre aussi, alors là, ils mettent que le BTC, mais en Ether, Corée du Nord, ils auraient pu mettre le hack de chez Bybit. D'accord.
Lazarus, ça a été ça, hein, l'entité de hack Corée du Nord, je crois que ça a été Lazarus pour le hack de chez Bybit. Donc, ils auraient pu mettre l'Ether, mais là, je pense qu'ils parlent que du Bitcoin. Ou aussi tout ce qui est lié aux donations. Mais on voit que, voilà, y a des estimations et aujourd'hui, il y a quand même 18 pays qui sont estimés à détenir du Bitcoin de manière directe ou indirecte. D'accord. Aujourd'hui, qui achètent directement, il n'y a que le Salvador, mais ça commence à changer aussi d'un point de vue structurel. Après, je vais passer assez vite là-dessus, mais sur les policies et les différents catalyseurs qui pourraient arriver d'un point de vue global sur la partie Bitcoin, sur le G20, sur le fait qu'on pourrait décider ou non d'augmenter notre exposition à du Bitcoin, voilà, avec les différentes probabilités, etc. Je vous laisserai y jeter un coup d'œil, ce rapport, il est vraiment super, mais je vais quand même avancer là-dessus. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on se rend compte aussi que d'un point de vue réglementaire et politique, il y a un vrai shift. Aux États-Unis, au niveau de Sénat et de la Chambre des représentants, on a quand même eu une majorité de personnes qui sont pro-crypto. Ça, c'était encore jamais eu jusqu'à maintenant. On a quand même la majorité des personnes qui sont dans la crypto, d'un point de vue politique, qui sont pour crypto. Donc ça aussi, jusqu'à présent, c'était pas forcément le cas. Et ce que je voulais vous présenter pour terminer cette présentation, c'était l'adoption du Bitcoin. Aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe? Et en fait, il est estimé qu'aujourd'hui, l'adoption du Bitcoin d'un point de vue mondial, c'est estimé à 3%. D'accord. Donc regardez, tous ceux qui disent c'est la fin, c'est trop tard, il n'y a pas d'évolution et tout, toute l'évolution qu'on a eue jusqu'à maintenant sur la partie crypto, ça représenterait à peu près 3% de l'adoption d'un point de vue mondial. Voilà. Donc tous ceux qui disent c'est trop tard, machin, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'intérêt d'avoir de vision long terme, il n'y a pas d'intérêt d'être haussier sur le long terme. C'est pour ça que j'ai ce discours, en fait, moi, depuis des années, parce que j'ai les datas. Voilà. J'ai les datas, on vous les donne aussi. Regardez ce que ça représente. 3% d'adoption sur Bitcoin en 2025. C'est l'équivalent de l'entreprise du banking en ligne en 1996, les réseaux sociaux en 2005 et Internet en 90. Je vous pose la question. Est-ce qu'on était au début ou est-ce qu'on était à la fin? C'est toute une question de perspective, hein. Pour moi, ça représente des opportunités qui sont juste monstrueuses. Et surtout, ce que je voulais vous présenter là, c'est le marché auquel s'adresse le Bitcoin. Le marché auquel s'adresse le Bitcoin, c'est un marché de 900 trillions de dollars. En fait, c'est les réserves, les réserves, réserves de valeur, le marché de la réserve de valeur. Ça peut être les obligations, ça peut être l'argent, ça peut être l'immobilier. Regardez l'immobilier, c'est 330 trillions de dollars. Les obligations, c'est 300 trillions. Les devises globales, pardon, c'est 120 trillions, etc. L'or, c'est 16 trillions. L'art, c'est 18 trillions. Les equities, donc les actions, c'est 115 trillions. Le Bitcoin, c'est 2 trillions. C'est 2 trillions. Ce qui est estimé dans ce rapport, c'est que le marché auquel s'adresse le Bitcoin, c'est un marché évidemment à des centaines de trillions. Donc on rejoint un petit peu les informations qui sont présentées par Saylor, même si je ne suis pas forcément en faveur des prédictions qu'il a données à plusieurs dizaines de millions de dollars, même si c'est possible. C'est quelque chose qui peut être très largement possible. Et donc, aujourd'hui, si le Bitcoin, aujourd'hui à l'heure actuelle, hein, ça représente 0,2% de l'argent détenu, de la richesse détenue d'un point de vue mondial. 0,2%. Avec 3% d'adoption. Voilà. Si on atteint des niveaux et si on atteint l'équivalent de 50% de cette market share, donc de ce marché auquel on essaye aujourd'hui de s'exposer, le marché de la richesse de valeur, je vous laisse imaginer ce que ça représenterait pour le prix du Bitcoin. Parce que déjà, le premier proxy, c'est l'or. Et on se dit qu'a priori, l'or, bah, on a quand même un lien directement avec l'or et qu'il y a quand même des avantages sur le Bitcoin qu'on ne peut pas retrouver avec l'or. Donc pour moi, les 16 trillions, on va les avoir dans les prochaines années, il n'y a pas de problème. Mais après, est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt quand on comprend que le Bitcoin bat les autres classes d'actifs comme les actions, les obligations, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, aussi un chiffre qui se fait, une sorte de démonétisation des autres classes d'actifs pour aller sur le Bitcoin? Justement parce que ça répond à certaines exigences et un besoin qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Et ça vous remet en perspective les trucs, hein. Et au final, quand vous avez ce genre de chiffres, vous remarquez tout de suite que en fait, la fluctuation, là, les fluctuations qu'on a sur la crypto, sur le court terme, les alti baissent, bah, la dominance, elle peut encore augmenter, bah, l'Ether, ça peut encore baisser. Quand on a ce genre là de chiffres, je trouve que ça remet énormément en perspective les choses. Et tout de suite, ça nous permet de décompresser, quoi, de se dire ah ouais, en fait, d'accord. Oui, il y a des fluctuations sur le court terme. Oui, je fais pas partie des 0,00001% des personnes qui ont adopté le Bitcoin en 2010. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a très peu. Mais il y a énormément d'opportunités. Et aujourd'hui, même ceux qui se disent aujourd'hui c'est mort et tout,
moi, je suis convaincu, et c'est pour ça qu'on développe cette chaîne, et c'est pour ça qu'on sera là dans les 10, 15, 20, 30, 40 prochaines années avec Mickaël, parce qu'on est convaincu de ça. On est convaincu de ces chiffres, on est convaincu de ce qu'il y a là, et c'est une vraie vision en fait qu'il y a derrière. Et je pense que ceux qui adopteront cette vision et qui seront capables en fait de naviguer là-dedans, d'apprendre de leurs erreurs, de rester en fait sur le marché. On dit que timer le marché, donc d'essayer de trouver les meilleurs moments pour rentrer ou sortir, c'est moins pertinent que de rester sur le marché. Le timing the market is not better than time in the market. Donc de rester dans le marché. Je ne sais pas si la phrase elle est exactement comme ça, mais bon bref, je pense que vous avez compris l'image. C'est-à-dire que c'est toujours plus pertinent de rester sur le marché pendant longtemps, parce qu'on augmente nos chances et nos probabilités de participer en fait à l'évolution de cette adoption, que de se dire je vais essayer de trouver toujours les meilleurs moments pour pouvoir rentrer et sortir, et surtout sur le court terme où là tu te fais éclater. Et surtout, ce qui est intéressant sur cette partie adoption, et je terminerai là-dessus, c'est que, regardez, il a mis un certain temps, il a fallu un certain temps pour atteindre ces 3% d'adoption. Il a fallu 16 ans pour atteindre ces 3% d'adoption. Vous pensez qu'il va falloir encore 16 ans supplémentaires pour atteindre les 6% d'adoption? Ou si on attend encore 16 ans, on sera peut-être à 30, 40, 50% d'adoption. C'est ça les courbes en S, c'est ça les courbes d'adoption sur des structures comme Internet, l'intelligence artificielle et tout. C'est que c'est pas linéaire, c'est exponentiel. Et là, on commence à arriver sur une période où en fait, c'est pas le retail qui accumule, c'est les fonds, c'est les institutionnels et c'est les nations. Et ça, évidemment, quand on commence à arriver sur des niveaux comme euh, ça change très très vite. Et c'est pour ça que j'insiste sur le propos de dire vraiment, restez, formez-vous, attendez pas 50 ans vous disant je suis sûr, je vais attendre de gagner de l'argent pour commencer à me former, machin, parce que les erreurs que vous faites ou les cycles que vous loupez, c'est des opportunités que vous n'aurez pas, et c'est de l'adoption que vous loupez, en fait, d'une certaine manière. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous maîtrisez aujourd'hui, c'est des choses que vous n'aurez pas besoin de maîtriser par la suite, et vous pourrez profiter du développement de cette classe d'actifs qui fera partie intégrante de nos vies dans les prochaines années. C'est un secret pour personne, ça, on le sait. Donc vraiment, profitez de ces périodes-là pour vous former, pour faire les choses correctement. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien de Crypto Investisseur, vous avez le lien aussi de l'accompagnement pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent se faire accompagner dans des périodes comme ça et voir ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T. Vraiment, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. Mais voilà, posez-vous les bonnes questions et regardez bien les chiffres à chaque fois pour dézoomer. Voilà. Tout est une question de perspective. J'espère que je ne vous ai pas perdu, les gars. Putain, je suis complètement décoiffé. J'ai beaucoup parlé. C'est super. Je vais prendre un petit verre d'eau et je vais répondre à quelques questions avant de vous le laisser. Salut, je suis dans la crypto depuis 2019 et avec le temps, je pense que de plus en plus à m'orienter uniquement sur BTC et Ether, voire que BTC. T'en penses quoi? Bah, c'est ce que pense la majorité des gens en fait quand on est en Bitcoin season. Et en général, si on a une alt season et une véritable alt season, on verra. La plupart des gens vont de nouveau shifter. Ils vont de nouveau se dire ah en fait le Bitcoin ça peut largement être surperformé et voilà. Mais c'est bien de se souvenir des moments comme aujourd'hui et de se dire qu'a priori s'il y a bien une crypto qui sera amenée à se développer dans les prochaines années et qui a intérêt à être là encore dans les prochaines années, c'est Bitcoin. Donc en fait, d'avoir un fonds de portefeuille et peut-être pourquoi pas une grosse partie en fait de son portefeuille sur des actifs moins risqués comme le Bitcoin, l'Ether, voire même que Bitcoin, pour moi c'est entendable. Voilà. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Après, c'est une vraie question personnelle de se dire si moi j'investis en crypto, est-ce que je veux faire full alt ou full Bitcoin? Peut-être que juste les performances du Bitcoin te suffiront. Et l'objectif en fait d'aller sur des alts, c'est de surperformer le Bitcoin. Si derrière, tu te rends compte que ça fait depuis 2019 que tu es là, tu as investi sur des alts, tu as investi sur plein de trucs, et que quand tu fais le ratio, tu te rends compte que tu as sous-performé juste les performances du Bitcoin depuis 2019, tu as pris plus de risques pour moins de rendement, la question d'aller sur d'autres actifs, ça, tu vois, ça se pose. Donc je suis d'accord avec toi, mais c'est à faire à titre personnel. Comme Romain dit, les pays européens ont raté la révolution Internet, réseaux sociaux, smartphones, GAFA. Maintenant, ils vont le rater, l'IA, drone, robotique, crypto. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord là-dessus. En tout cas, on ne sera pas les précurseurs et les avant-gardistes là-dessus. Quand bien même, on avait quand même des boîtes, et on en a toujours aujourd'hui, des boîtes qui sont quand même bien placées d'un point de vue mondial. Tu vois, Ledger, par exemple, c'est une boîte française. Il faut quand même le noter, tu vois. Mais bon, ça m'étonnerait pas que dans les prochaines années, ils décident d'aller autre part ou de délocaliser leur truc parce que peut-être qu'en France, ça sera moins pertinent, tu vois, de rester.
Francis, que penses-tu du Paxos Gold? Il y a un sujet à creuser, je pense. On a fait beaucoup de vidéos sur la chaîne sur la partie RWA. Donc je t'invite à regarder ce qu'on a fait sur les lives. Tu regarderas dans la playlist live, on en a beaucoup parlé. Dans la playlist aussi RWA, on en a parlé. Voilà, on a donné notre avis là-dessus. Mais aujourd'hui, l'intérêt d'aller sur du Paxos Gold plutôt que d'avoir du vrai or, enfin, pour moi, je trouve que l'intérêt aujourd'hui, il est quand même assez limité. Je vois pas pourquoi on irait sur du Paxos Gold. Euh, Surtout qu'on est vraiment sur un marché qui est aujourd'hui très petit, tu vois, avec des infrastructures et des boîtes qui ont peu d'historique. Surtout si ta volonté, c'est d'investir sur de l'or, bah, en fait, le fondamental de l'or fait que soit tu le détiens en nom propre, soit tu le fais dans une gestion indicielle, par exemple, avec des ETF à réplication physique et tout. Ça, pareil, j'en parle beaucoup sur Éternel étudiant. Mais si tu as une vraie gestion patrimoniale, aujourd'hui, aller sur du Paxos Gold, aujourd'hui, en tout cas, à titre personnel, tu vois, et quand je te parle d'aller dessus, c'est d'y aller avec des grosses sommes d'argent. Moi, personnellement, je suis moins chaud. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se développer, ça ne veut pas dire que ça ne s'entend pas aussi, hein, parce qu'au lieu d'avoir que des stablecoins qui sont adossés à du dollar, bah, tu en as qui sont adossés à de l'or ou à d'autres types d'actifs. Je pense qu'avec les RWA, ça aidera énormément. Mais voilà, je m'interroge quand même sur l'intérêt aujourd'hui, en tout cas. Tu vois, peut-être dans les prochaines années, ça sera plus important, mais voilà. Est-ce que le fait que le gold est de plus en plus une valeur refuge, ça a un impact sur le Bitcoin? Alors, le gold, ça a toujours été une valeur refuge, hein. Simplement, tu te rends compte que quand l'or a des évolutions de prix, dépasse son ATH et tout, c'est rarement dans des périodes où tout le monde est content. En général, c'est dans des périodes d'incertitude. Tu vois, pendant le Covid, hein, l'or a fait des belles perfs. Des mecs qui achetaient, tout le monde disait achetez de l'or pendant le Covid et tout. Tu tapais des primes super élevées quand tu achetais des pièces ou n'importe quoi parce que tout le monde voulait acheter de l'or en même temps. C'est pour ça que la plupart des particuliers aussi perdent de l'argent, y compris aussi sur l'or et les métaux précieux, parce qu'ils se font éclater en achat, ils se tapent un spread super élevé, ils ont des primes super importantes. Et donc, pour récupérer, vu que les cycles sur l'or, ils sont vraiment hyper longs, pour récupérer leur somme initiale nette d'inflation, ouais, tu peux y aller. Hein, c'est hyper long. D'accord. Donc, en fait, l'or, ça a toujours été une valeur refuge. Mais en général, euh, quand tu as des augmentations sur l'or, c'est qu'il y a des incertitudes. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, d'un point de vue théorique, on comprend pourquoi le Bitcoin ou la crypto, c'est différent de l'or. Mais de manière générale, c'est quand même vu aujourd'hui, peut-être de moins en moins, mais je pense que dans la tête de beaucoup de gens, c'est toujours vu comme un véhicule spéculatif. Voilà. En Europe et tout, c'est toujours vu comme un moyen de gagner de l'argent, intracycle, machin, développer son capital. Aujourd'hui, c'est pas trop vu comme une valeur refuge, le Bitcoin. Hein. Même si, et je parle dans le conscient ou dans l'inconscient commun, hein, d'accord. Je pense que ça shift. Je pense qu'il y a un vrai changement de paradigme qu'on est en train de voir en ce moment. Mais tu vois, ça, je pense pas que pour beaucoup de gens, quand ils décident d'investir sur le Bitcoin, c'est de se dire ouais, je veux de la décentralisation, je veux du machin. C'est la plupart des mecs qui investissent. On le voit, il y a plein de chiffres qu'on avait montré avec Théo. La plupart des mecs, ils investissent quand c'est déjà le top ou quand il y a des bougies vertes et après ils vendent à perte. Donc en fait, les mecs, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils achètent dans des moments comme ça. Et très souvent, quand l'or va pas forcément très très bien, parce que il y a moins d'incertitudes d'un point de vue macro, bah là, c'est peut-être plus propice aux actifs risqués, tu vois, aux actions, aux private equity, et puis pourquoi pas aux alts aussi. Parce que le Bitcoin, je pense que c'est un peu particulier quand même. C'est avec ce genre d'argument qu'on se rassure de pouvoir hold 10, 5, 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Merci pour cette remise en perspective, belle masterclass, car effectivement, quand on dézoome, on est bien placé. Et bien, en effet. En effet. J'espère en tout cas que ça vous a plu, les gars. Hein.